Le lancement de la navette spatiale américaine représente une aventure humaine et scientifique prodigieuse. On ne peut qu'admirer. Et pourtant cela pose, je veux dire, les relations de l'homme et de la nature. Cela pose beaucoup de questions. Et c'est pourquoi j'ai demandé à mes amis Alain Bombard et Haroun Tanief d'en parler avec nous. Si nous sommes aux côtés de François Mitterrand aujourd'hui, c'est parce que vous nous avez manifesté votre amitié, vous tous, l'homme de la rue, monsieur tout le monde, vous les jeunes et les moins jeunes. Vous nous avez dit non seulement que vous aimiez nous entendre, mais vous nous avez sortis du trou où nous enfonçaient les pouvoirs publics parce que nous sommes des hommes libres qui s'expriment librement. Vous m'avez demandé encore aujourd'hui pourquoi je ne faisais plus d'émissions. Ben, je vous le dis tout de suite, je n'ai plus eu d'émission à moi depuis le jour où j'ai été élu conseiller général socialiste dans le Var. Et cet étouffement, eh bien, c'est vous qui pouvez l'empêcher, et de la même façon pour Haroun Tanief. Oui, ça a été exactement la même chose. Moi, c'est un peu plus ancien, puisque ça remonte à une affaire que l'on craint terriblement en haut lieu de voir éclaircie. C'est un étouffement de plus, un manque d'information, un manque de liberté de la presse, si je puis dire, absolument flagrant qui caractérise ce septennat. C'est l'affaire de l'éruption du volcan de la Soufrière en Guadeloupe. On a trop peur que je ne dise à tous les citoyens français ce qui s'est passé alors, c'est-à-dire une tentative d'opération plus que douteuse, politico-financière, qui consistait à profiter d'une éruption sans aucun danger pour déplacer la population et en même temps que la population, et alors là définitivement, le siège de la préfecture et le port bananier de Basse-Terre au pied du volcan à Pointe-à-Pitre. Ils l'ont tenté, ils ne l'ont pas réussi parce qu'en réalité il n'y avait aucun danger. J'ai réussi encore à ce moment-là à faire entendre ma voix, mais depuis lors, plus question de passer à la télévision, et surtout en direct. Alors, nous voudrions dire, par exemple, nous les écologistes, car nous sommes écologistes, que des choses sont préparées qu'il ne faudrait pas faire, et des choses auraient dû être faites qui n'ont pas été faites. On prépare à Saint-Priest-la-Prugne, on prépare une nouvelle poubelle nucléaire. Saint-Priest-la-Prugne, un véritable château d'eau qui va irriguer le bassin de la Loire, le bassin de l'Allier, les eaux de Vichy, les eaux de la Bourboule, etc. Alors que dans le monde entier, on cherche des endroits où il n'y a pas de circulation d'eau pour mettre les déchets nucléaires. Le Var, 120 rejets sans épuration le long de la côte varoise. 10 stations d'épuration seulement, et à l'initiative du Conseil général. C'est-à-dire même pas à l'initiative du gouvernement. Voilà la pollution de la mer telle qu'elle a été laissée à volo par le gouvernement. Oui, ça c'est ce qui a été fait, mais il y a ce qui n'a pas été fait, et ce qui n'est pas fait volontairement pour des raisons encore assez obscures de profit honteux mais colossaux. Ce qui regarde la sécurité de la population. Passons sur la sécurité des populations de la Guadeloupe et de la Martinique menacées par les éruptions et qui sont prétendument protégées par des gens qui n'ont aucune connaissance en la matière, totalement incompétents, mais soutenus par le ministre des Universités. Mais la France métropolitaine qui est menacée de tremblements de terre destructeurs, bien plus destructeurs que celui des Lasnam, bien plus destructeurs que ceux d'Italie récents, puisqu'il y en a eu au cours des siècles passés. Il y a eu au cours des siècles passés des tremblements de terre de force, d'intensité, MSK 11, 10. Il y en a eu au moins 3. Et il y a eu 2 douzaines de tremblements de terre de force 9, c'est-à-dire qui détruisent, et en détruisant des maisons mal construites, tuent les gens qui sont dessous. Puisqu'il y en a eu 2 douzaines en 6 siècles, 4 en moyenne par siècle, il y en aura à l'infini dans les siècles à venir et dans les 20 années à venir, et peut-être dans la semaine à venir, il y en aura-t-il un. Donc je crie depuis 21 ans exactement au gouvernement, mais prenez les précautions, elles existent, c'est tout à fait faisable. Il y a une façon de protéger les populations que les Américains et les Japonais, et maintenant les Chinois, et maintenant les Yougoslaves appliquent d'une façon excellente, admirable. Pourquoi ne le fait-on pas en France? Pourquoi construit-on parasismique, c'est-à-dire antisismique, à Monaco,
où il y a un pouvoir qui gouverne, c'est-à-dire qui prévoit, et qu'en France on construit comme l'on veut des immeubles qui, comme à El Asnam, construits par des Français, comme à Orléansville, construits par des Français, comme à Agadir, construits par des Français, s'écrouleront lors d'une secousse majeure et tueront des personnes par centaines, par milliers, voire par dizaines de milliers. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il de regarder les faits en face et d'adopter la règle parasismique et de mettre en route ce vaste projet de consolidation de ce qui existe, de construction parasismique pour ce qui n'existe pas encore, d'organisation de secours intelligente, bien faite, coordonnée, comme celle que le général Buis a proposée dans le monde il n'y a pas tellement longtemps? Pourquoi aucun de ces gouvernants, depuis des années, depuis des lustres, depuis des septennats au pouvoir, ne le font-ils pas? Je ne sais pas. Mais François Mitterrand, lui, avec moi, il a envisagé ce problème. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais il n'y a pas que cela. Ça, c'est un des aspects de la protection de la population. L'autre aspect, c'est celui dont tu parlais, Alain, c'est l'écologie. Or, l'écologie, ce n'est pas la science écologie, c'est la politique écologisme. L'écologisme. Pendant l'année 80, 6 groupes écologistes m'ont demandé, pendant toute l'année, ça s'est étagé de mois en mois, d'être leur représentant lors de ces élections présidentielles actuelles. Et j'ai refusé à 6 reprises. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le cadre de la Ve République, les petits groupes politiques n'ont rigoureusement aucun pouvoir. Or, se protéger soi-même contre les risques, tremblements de terre, etc., et protéger l'environnement dans lequel nous vivons, c'est-à-dire protéger l'humanité, n'est dans la Ve République pensable que par les grands partis qui peuvent accéder au pouvoir. Or, les 2 grands partis de la majorité actuelle au pouvoir depuis 23 ans n'ont fait qu'une chose, c'est laisser la pollution croître de façon démentielle, laisser les industries polluer comme elles le voulaient. Elles n'ont rien fait contre. Dans les 2 partis de l'opposition, le Parti communiste est à fond de façon incompréhensible pour le tout nucléaire qui ne profite qu'aux grandes multinationales. Je n'ai pas encore compris leur position. Mais étant pour le tout nucléaire, il est donc pour la pollution, pour un certain type de pollution. Et le seul parti qui ait pris, le seul des grands partis, des grands, qui ait pris une position pour la défense de l'environnement, c'est le Parti socialiste. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis avec lui. Et c'est aussi parce que c'est le seul parti qui, à mes yeux, représente une démocratie où la liberté de parole existe, où la justice sera indépendante du pouvoir, etc. Il n'y a pas que cela. Il y a également l'aspect de l'énergie qui est fondamental, qui est la clé de voûte de notre économie, donc de notre politique. L'énergie dont je suis un petit peu spécialisé, dont nous avons tellement parlé ensemble, François Mitterrand, vous en parlerez mieux que moi d'ailleurs, parce que moi je suis spécialisé dans un domaine tellement étroit. Je n'en parlerai pas mieux, et pas avec autant de passion. Mais je dois beaucoup aussi aux réflexions et aux enseignements que m'ont accordé mes amis. Je voudrais maintenant, au point où nous en sommes, précisément, puisque l'on parle d'énergie, dire que l'une de mes préoccupations essentielles, c'est de pouvoir assurer à la France son indépendance énergétique. Langage un peu compliqué. Qu'elle soit indépendante, la France, et l'un des moyens de son indépendance, c'est pas simplement la diplomatie, les armées, ou la détention, on ne le dit pas assez souvent, des industries de pointe, c'est aussi de pouvoir s'approvisionner, se fournir en moyens d'énergie, c'est-à-dire faire tourner les usines, allumer le chauffage en hiver, par exemple. Et de ce point de vue, je suis, c'est vrai, en contradiction avec la politique de M. Giscard d'Estaing. Ce n'est pas le seul point, on le sait bien, mais celui-ci doit être souligné. En effet, je ne suis pas favorable à la politique du tout nucléaire. Pour une raison simple, c'est parce que je pense qu'il faut diversifier nos sources d'énergie. Il ne faut pas, pardonnez cette expression un peu commune, mettre nos œufs dans le même panier. La politique de M. Giscard d'Estaing, c'est le tout nucléaire. Cela consiste, au fond, à consacrer l'essentiel des crédits dont on dispose à développer des centrales nucléaires. Quand ce n'est pas surgénérateur. Ces crédits pourraient être employés de façon, à mon avis, plus efficace si on les accordait à telle ou telle autre source d'énergie dont je vais maintenant parler. D'abord, les énergies dites anciennes ou nationales. Je pense au charbon.
Il n'y a pas si longtemps, on produisait 30 millions de tonnes en France et pour la France. Aujourd'hui, 19 millions de tonnes. Et le plan de M. Giscard d'Estaing doit nous conduire en 1990 à produire seulement 10 millions de tonnes. Eh bien, je pense que ce n'est pas assez. Une étude sérieuse auprès des meilleurs experts me conduit à penser que 30 millions en 1990, cela serait possible à la condition de réveiller notre économie, de réalimenter les puits. Je pense à des régions comme celle du Nord, Pas-de-Calais, de la Lorraine, des Cévennes, que sais-je encore. On nous oppose que le charbon importé de Pologne ou d'Afrique du Sud coûte moins cher. C'est de moins en moins vrai car le prix de ce charbon étranger rattrape à vive allure le prix du charbon national. Et on oublie tout simplement de calculer le prix du chômage de ces régions en léthargie, de ces industries abandonnées. Bref, le charbon, mais il ne faut pas non plus se faire d'illusions, le charbon ne répond pas à lui seul à toute la question. 30 millions de tonnes de charbon, très bien, mais ce n'est pas assez pour l'indépendance de la France. Donc, passons à la deuxième catégorie, ce sont les énergies qu'on appelle nouvelles, que j'appellerais renouvelables, dans la mesure où elles ont une autre signification, c'est-à-dire où il n'y a pas de pollution, où elles sont toujours riches d'elles-mêmes. Bon, le soleil, bien entendu, la biomasse, la forêt, etc. Et puis la géothermie, la chaleur venue du centre de la Terre, elle est sous nos pieds. Bien entendu, elle n'est pas très facile à trouver, mais il suffit de la chercher quand même. Je ne veux pas reprendre par là un terme de Pascal. Les trois sources d'énergie, cela veut dire qu'en plus du nucléaire, sur lequel je vais revenir, les industries, les énergies anciennes, charbon, traditionnelles, charbon, les énergies nouvelles, solaire, géothermie, biomasse. Et maintenant le nucléaire. Qu'allons-nous faire du nucléaire? Comme il faut bien vivre avec ce que l'on a. Si je récuse le tout nucléaire, je ne récuse pas l'invention de l'homme qui s'est rendu maître de l'atome, pas plus que je n'aurais récusé si j'avais vécu à l'époque où l'homme a utilisé l'eau, le vent, ou des industries plus polluantes comme le charbon, ou bien, comme il a bien fallu en passer par là, le pétrole. Simplement, je ne veux pas que le nucléaire représente, en raison des nécessités où l'on se trouvera, de remplacer les centrales nucléaires au bout de 20 ans, par exemple. On va faire une formidable termitière du sol de la France. On n'a pas réglé non plus d'une façon satisfaisante l'ensemble des questions posées sur le plan de la santé publique, sur le plan de la sécurité. J'estime que des interrogations demeurent dans le domaine de la réfrigération de l'eau, dans le domaine aussi du traitement des déchets. D'autres questions encore, mais je dois aller vite. Une quatrième source d'énergie, c'est celle que l'on appelle les économies d'énergie. Naturellement, c'est une source indirecte. Mais M. Giscard d'Estaing lui-même estimait, il y a moins de 3 ans, que si l'on insistait sur les économies d'énergie, cela représenterait une économie de pétrole de 35 à 36 millions de tonnes. C'est considérable puisque cela équivaut à la production d'électricité par le nucléaire d'ici 1990. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus. D'abord, les Français s'y sont mis. Ils s'y sont mis, économie d'énergie, ça veut dire, dans 3 domaines, que l'on peut économiser, par exemple, pour le chauffage dans un logement. Non pas en réduisant la chaleur, mais en calfeutrant mieux, en employant les moyens techniques qui existent pour cela. Et comme, d'autre part, l'économie d'énergie doit pouvoir multiplier les emplois beaucoup plus que le nucléaire, il suffit de s'équiper pour cela. Autre forme d'économie d'énergie, l'automobile, à mesure que se développe l'électronique, on n'aura pas besoin d'aller chercher le pétrole ou le nucléaire. Autre forme d'économie, notre industrie en général. J'étais l'autre jour au salon des composants électroniques et j'apercevais le merveilleux champ ouvert, non pas simplement à l'expérience, mais aux réalisations industrielles de demain, dans le domaine dont je vous parle. Puis naturellement, il y a une autre source d'énergie qui continue d'exister, c'est le pétrole. Nous sommes de ce point de vue dépendants de l'étranger, mais on l'est aussi pour l'uranium qui est nécessaire au nucléaire, car il faut l'acheter au Niger, au Gabon, demain au Canada, et cela va représenter 70% de nos achats, c'est-à-dire de notre production, pas de la production, de notre fourniture d'uranium. Voilà ce que je voulais vous dire pour bien marquer que ma volonté est d'assurer l'indépendance de notre pays dans un domaine aussi essentiel, mais à la condition de protéger l'équilibre du pays, la santé des Français, et d'avancer d'un pas raisonnable, en réfléchissant, en se donnant le temps,
et en répondant aux questions qui nous sont posées. Elles le sont avec acuité, et j'entends, pendant le temps du septennat prochain, faire avancer les choses de telle sorte que les populations seront informées, que le dialogue s'instaurera, que chacun devra se sentir à l'aise en face des problèmes qui nous sont posés, que dis-je encore, nous apporterons la réponse tous ensemble. Et cette réponse, eh bien, nous essaierons aussi de l'apporter dans le bonheur des hommes. Qu'est-ce que c'est que le bonheur des hommes? C'est l'écologie humaine. C'est les enfants qui naissent quand on veut et qui sont bien reçus par ceux qui les attendent avec joie. C'est l'éducation qui se fait avec un nombre réduit d'élèves et un nombre augmenté de professeurs, création d'emplois. C'est le logement conçu pour être confortable, pour être marié avec la nature, restitué dans la nature. C'est le travail des jeunes gens et des jeunes filles, quand ils le veulent, où ils le veulent. Car à quoi sert d'avoir plus d'enfants si on les désespère à 18 ans parce qu'ils ne trouvent pas de travail? La possibilité pour le jeune couple de se marier, d'avoir à son tour une famille, de vivre décemment avec des payes décentes, de travailler moins longtemps pour gagner autant d'argent et laisser des heures de travail pour les autres. Et puis pour nos anciens, pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, enfin avoir une pension qui leur permette de vivre avec les autres. Pourquoi les gens âgés se cachent-ils? Ils se cachent parce qu'ils ont honte de leur misère. Nous ne voulons plus de la misère des gens âgés. Nous voulons que ces gens âgés soient heureux. C'est-à-dire, au fond, nous pensons au bonheur de l'homme. Et c'est ça l'écologisme humain, c'est ça la politique écologique. Et c'est pour cette politique écologique-là que nous avons fait confiance à François Mitterrand. Parce que c'est sa préoccupation principale. L'écologie n'est pas de revenir en arrière, c'est de regarder en avant, vers l'espoir, vers la vie qui vient, vers l'amélioration des conditions de l'homme. Et souvenez-vous du mot de Jean Rostand, nous sommes les gestionnaires de la terre, nous n'en sommes pas les propriétaires. Nous devons laisser demain un monde habitable et heureux pour nos enfants. C'est cela que nous voulons faire autour de François Mitterrand. Alors, tournons-nous vers l'avenir et vers le bonheur, avec lui.